Cette fois-ci, ça y est, la Confédération devient une réalité. Oui, la Confédération devient une réalité et je pense que pour tous ceux qui doutaient encore, je pense que là, la preuve est donnée pour deux choses. Le retrait définitif, irrévocable de la CEDEAO. Je pense que le président Ibrahim Traoré l'avait dit, le président Goïta l'a répété. Il n'y a pas de marche arrière possible dans ce domaine-là. Donc, il y a une marche en avant et maintenant, c'est un élément concret avec cette confédération qui va venir peut-être remplacer un peu la CEDEAO. Tout ce que la CEDEAO n'a pas pu faire se fera certainement dans cette confédération-là. En tout cas, le sommet de Niamey montre vraiment la détermination de ces trois présidents-là à sortir de la CEDEAO et à remplacer la CEDEAO par une nouvelle structure. Est-ce que l'adoption de ce traité, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment historique? Oui, il est historique parce que ça se fait dans un contexte de rupture, dans un contexte où la structure mère qui était censée réunir tous ces États-là est accusée par ces trois pays-là de ne pas faire le travail, au contraire de saper le développement des pays africains. Donc, décision a été prise par ces trois pays-là, non seulement de partir de cette structure, mais de créer quelque chose. Parce que quand on regarde tous les discours qui ont été prononcés, il y a un élément qui a retenu beaucoup mon attention, c'est l'AES des peuples. Je pense que le président Goïta a beaucoup insisté sur ça. Parce que je pense que ce que nos présidents le disent, c'est qu'ils sortent de la CEDEAO pour l'intérêt supérieur de leur peuple. Donc, il faudrait proposer quelque chose qui puisse remplacer. Parce que, voilà, quand on change quelque chose, il faut quelque chose d'autre. Donc, c'est une confédération pour les peuples. Ça, c'est ce qu'ils disaient. On verra après comment les organes vont se mettre concrètement en place. Mais c'est historique, surtout que c'est fait par des présidents qui, sur le plan international, sont accusés par certains d'être tout sauf des démocrates, d'être des gens qui sont venus, qui ont usurpé le pouvoir par la force, etc. Et là, ces trois présidents-là nous proposent un outil dans l'intérêt du peuple. Donc, comme j'ai dit, sur le papier, c'est bon. Attendons maintenant de voir les organes qui seront mis sur pied pour gérer tout ça. Yamba Kabré, justement, il parlait d'organes depuis 3 jours. Le thème confédération revient dans beaucoup de cercles de discussions. C'est quoi la confédération? Est-ce que c'est la cession totale des souverainetés de ces pays-là à une structure centrale ou c'est complètement autre chose? C'est complètement autre chose. D'abord, c'est une confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que les pays, 3 pays concernés, conservent les souverainetés nationales et trouvent un mécanisme de coopération dans lequel ils vont trouver des institutions légères, comme ils l'ont indiqué dans le communiqué, dans un premier temps pour peut-être asseoir une collégialité dans la gestion des priorités. Je voudrais d'abord dire que... Vous dites quelque chose d'important, vous allez poursuivre, c'est que dans la Confédération, chaque État conserve sa souveraineté nationale. Chaque entité étatique conserve sa souveraineté nationale. Et certaines institutions, comme peut-être l'Assemblée nationale, peuvent se retrouver pour avoir des sessions concomitantes, collégiales, ou peut-être encore des séances de conseil des ministres pour des questions spécifiques. Et au niveau aussi des instruments à promouvoir, ils peuvent retrouver des spécificités à chaque occasion, notamment concernant le plan sécuritaire et ainsi de suite. Mais ce que je voudrais dire d'abord pour évoluer, c'est-à-dire que cette confédération est une réponse. C'est une réponse dans la mesure où elle naît d'une crise qui est soutenue depuis un certain temps par la CEDEAO. La CEDEAO a été décriée depuis un certain temps pour un manque de pragmatisme, un manque de réforme qui puisse remettre en selle les priorités de départ qui, à la base, étaient essentiellement axées sur le bien-être des populations des pays fédérateurs, des pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Donc cette réponse de l'AES, qui est venue au moment où ces 3 entités, ces 3 pays en situation de transition
on saisit le bon, on saisit la balle du rebond en fonction des attentes des populations pour répondre efficacement aux attentes des populations, mais aussi pour se solidifier, parce qu'il fallait trouver un outil intégrateur pour permettre aux trois entités qui sont sorties du concept démocratique de pouvoir se retrouver, se comprendre avec un langage nouveau. Et dans ce langage, vous l'avez dit il y a un instant, on ne cède pas sa souveraineté, chaque pays conserve sa souveraineté, mais il y a des instruments dans lesquels on peut céder une partie de ce pouvoir pour entamer ensemble certaines actions communes et être plus efficaces dans la mutualisation des efforts, notamment dans la lutte contre le terrorisme, aussi dans les actions de développement. Dacier de Bendouté, est-ce que une confédération entre ces trois pays, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, je le rappelle, qui n'ont pas de surface maritime, est-ce que cette confédération-là, elle donne vraiment des atouts dans le contexte sous-régional, mais aussi dans le contexte géopolitique international du moment? Oui, merci. Je pense d'abord, permettez-moi de saluer le Niger, qui a réussi, en tout cas, cette conférence des chefs d'État de l'AES, et saluer aussi le peuple nigérien qui, en tout cas, a accueilli de façon solennelle ces présidents-là et qui a montré vraiment sa détermination. C'est quelque chose de très important dans notre contexte. Donc, on peut dire déjà que, en tout cas, c'est bien parti. Aussi, il faut saluer le fait que des décisions importantes ont été prises, même s'il y a certaines choses qui ne sont pas ça, selon moi. Maintenant, au niveau même de la confédération qui est née, il faut dire que c'est historique. C'est pas la première fois que l'Afrique cherche, en tout cas, à s'organiser politiquement. Maintenant, parce qu'il faut rappeler la Fédération du Mali, il faut rappeler toutes les organisations qui se sont, en tout cas, passées en Afrique de l'Ouest, le RDA. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier que la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays de Kizerbo et de Cheikh Anta Diop. Ces chercheurs-là, ces savants-là qui ont travaillé à la réhabilitation de la conscience historique africaine. Donc, c'est une zone très importante avec aussi une très grande histoire en Afrique. Donc, ce qui se passe est historique. Maintenant, quant aux conséquences, moi, je pense que en ce qui concerne les conséquences, ce sont des pays enclavés. Ça, c'est la peur que le colon crée en nous pour qu'on se fasse pas confiance. Mais le problème qui se pose est que qu'est-ce qui se passe? Et comme généralement les chefs d'État africains ne connaissent pas ni l'histoire de l'Afrique ni la culture africaine, c'est ça qui fait que souvent aussi quand vous voyez certaines décisions, c'est incongru. Souvent même tu te demandes si c'est vraiment des chefs d'État de ces pays-là. Moi, je ne trouve pas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest le pays là qui va travailler sans les trois pays. Parce que ce sont des pays qui sont très centraux. Vous prenez un pays comme le Burkina Faso, avec combien de pays limitrophes? Tu fais comment? D'abord même la vivacité du pays, politique du pays, vous faites comment? Vous prenez un pays comme le Mali, qui fait frontière avec combien de pays? Vous faites comment pour isoler ces pays? Et le fait qu'on n'a pas de mer n'est pas synonyme de pauvreté ou bien d'incapacité de développer l'économie. Et quand on voit ce qui se passe, ça rejoint ma thèse que les chefs de l'État de l'AES eux-mêmes ont refusé de développer. J'ai dit que nous sommes dans un contexte de recolonisation de l'Afrique. Parce que quand, par exemple, la CEDEAO brandit la question de passeport, vraiment, moi quand j'ai suivi ça, personne ne respecte. Dacier, pardon, oui. On va revenir sur la réaction de la CEDEAO, ça fait partie d'un chapitre entier de l'émission. Je voudrais qu'on revienne parce que moi, je suis un Burkinabé lambda, j'entends confédération entre le Mali, le Burkina et le Niger. La première question que je me pose, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi? Quels sont les avantages, quels sont les atouts politiques, diplomatiques, culturels et même économiques d'une telle confédération? C'est peut-être la question fondamentale qu'on se pose d'abord. Oui, il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes peuples. La confédération n'est une musique qui sort en Côte d'Ivoire, ça n'engage pas, ça n'empêche pas que les Burkinabés dansent.
Quand vous prenez le Niger, tout ce qu'il y a comme mode au Nigeria, les Nigériens le vivent. Tout ce qu'il y a comme mode au Bénin, les Nigériens le vivent. C'est les mêmes peuples. Maintenant, c'est le fait colonial qu'on exerce sur nous. On veut faire croire que ces frontières-là peuvent nous empêcher de faire quelque chose. Non, il n'y a pas de conséquences. Et même quand vous regardez cette nouvelle, comment on appelle, confédération, c'est une suite logique. La CEDEAO même devait aboutir à quoi? À une organisation politique commune, à une monnaie commune. Donc c'est la même chose. Et quand vous regardez tout ce qui a été dit sur le plan économique, il y a certaines choses que les gens ne savent pas. Prenez le train. La France a refusé que le train se développe en Afrique. La France a refusé. Regardez le train. Aucun pays, après les indépendants, n'a pu faire bouger son chemin de fer de 1 km, sauf le Burkina, avec la bataille des rails. Et quand Thomas Sankara faisait, la France a fait ce malin pour dire que non, on ne pourra pas. C'est la même chose que l'AES. Thomas Sankara a dit quoi? Avec la France ou sans la France, le train va siffler à Tambao. Et le train a sifflé à Tambao. Voilà. Donc c'est une question de volonté politique. Maintenant, où ça fait peur, c'est parce que nos chefs d'État africains et les gens de l'AES, les chefs d'État de l'AES ont fait une grosse erreur. Ils n'ont pas mis ni l'histoire ni la culture devant. Et je vais revenir là-dessus. Parce que nous avons la même histoire, nous avons la même culture. Mais quand les chefs d'État sont assis, ils travaillent en ne tenant pas compte de notre histoire et de notre culture, ça fait peur. Je vous ai dit ici, moi, président du Faso ou président de la Côte d'Ivoire, le même jour, le premier décret que je vais signer là, c'est le même peuple. Parce que j'ai mes frères en Côte d'Ivoire. J'ai mes frères au Ghana. Le Ghana, c'est de là-bas que presque tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont venus. Mais si vous avez des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Ghana, ils vont venir se comporter comme des colons pour diviser les gens. Tout le monde a son placenta, a ses origines au Ghana. Voilà l'histoire de l'Afrique. Pourquoi les Européens se reconnaissent dans la Grèce et dans la Rome antique et nous on refuse de reconnaître nos origines? Donc voilà le problème. Sinon il n'y a rien, il n'y a pas de peur, c'est des menaces seulement pour mettre des pressions, mais les mêmes peuples restent les mêmes peuples. Une musique ou bien quelque chose, un film qui va sortir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça n'empêchera pas les Burkinabés de jubiler. Les gens ne vont pas cesser de se marier entre eux, les gens ne vont pas cesser de voyager. Et bon, quand vous dites qu'on va revenir sur le passeport, je m'arrête là. Issa Koné, comment vous analysez, de quel œil vous voyez cette confédération-là? Est-ce que vous croyez qu'il a des atouts réels ou peut-être que c'est une institution créée à réaction par rapport à certaines situations politiques? Bon, ok. D'entrée de jeu, ce que moi je pourrais dire ici, c'est que l'AES n'est pas la confédération, comme on l'a dit ici. Voilà, ce n'est pas une irruption de cette organisation comme ça sur la scène. Ce n'est pas une irruption spontanée. Voilà, ça découle d'un certain nombre de faits. Et parmi lesquels, moi, je peux citer rapidement, vous voyez, avant même le terrorisme, voilà, il y avait un certain débat qui se menait depuis fort longtemps. Et ce débat reposait sur l'utilisation des francs CFA. Et je crois que ce débat a longtemps cristallisé, en tout cas la scène, et beaucoup d'acteurs se sont... Je crois que nous avons peut-être un souci technique avec Issa Koné. On va revenir avec lui quand ça va être bien réglé. Et Moussa Savadogo, vous l'avez dit lors de votre première prise de parole, vous avez dit, on va voir ce qu'il va nous proposer. Oui, parce que quand on regarde bien ce qui a été décidé à Niamey, je pense qu'il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés. J'en veux pour preuve la banque d'investissement qui a été annoncée, les dispositions ou bien les missions, les demandes qui ont été faites aux différents ministères pour voir comment améliorer la libre circulation des biens et des personnes. Il faudra voir aussi un peu la rupture avec la CEDEAO. Il y a eu quand même des accords, des privilèges, des avantages et tout ça. J'imagine que tout ça sera remis en cause. Donc, comment nos pays là vont se réorganiser
en tenant compte de ça. C'est ça, je dis, maintenant, on a acté le départ, on a acté la création de la Confédération. Maintenant, il reste à meubler. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les instances, les structures qui seront créées? Quelles seront les fonctions de ces structures-là? Comment tout ça, ça va se mettre en place? Je pense qu'on attend de voir. D'ailleurs, on a annoncé pour se tenir à Ouagadougou, je pense, la rencontre des parlementaires des États membres. Donc, ça veut dire que même au niveau réglementaire, il faudra peut-être prendre des textes pour régler tout ça. Est-ce que, sortant de la CEDEAO, on sort de la Cour, comment on appelle ça, la Cour de justice de la CEDEAO, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une justice supranationale? Bon, donc, il y a encore beaucoup de questions qui demandent à trouver des réponses. C'est pour ça que je dis, bon, on a acté le départ, des propositions ont été faites, maintenant attendons de voir. Ce que vous dites dans les faits, qu'est-ce qui va être proposé? Qu'est-ce qui va être proposé? Il y a des annonces, maintenant on attend de voir réellement comment ça va se Est-ce qu'en termes d'atouts, l'un des premiers atouts, c'est pas sur le plan, pardonne-moi, le plan sécuritaire, parce que c'est ça le nez de la guerre. C'est le plan sécuritaire. Oui. Est-ce que l'un des atouts majeurs de cette confédération, ce ne sera pas sur le plan sécuritaire, notamment la mise en commun des moyens de lutte contre le terrorisme? Bien sûr, et je pense que un des avantages de la confédération, c'est aussi la mutualisation des efforts et tout ça. Et du reste, on a vu que à Niamey, il y a le président Goïta qui a remercié ces deux, le président Ibrahim Traoré et Tiani, pour avoir autorisé les poursuites sur le territoire. Donc c'est déjà un élément. J'imagine que les différents états-majors travaillent déjà pour le partage de l'information. Donc c'est vrai, on va mutualiser un certain nombre de choses. Peut-être au niveau économique, par exemple, c'est quand même des pays qui connaissent un déficit énergétique en matière d'électricité. Donc alors que le Burkina Faso se lance dans la construction d'une centrale nucléaire, le Niger produit de l'uranium, etc. Donc comment tout ça, comment on va mutualiser tout ça? C'est ça, j'ai dit, ça reste à faire. Au niveau de l'école, comment on va organiser tout ça? Le président Ibrahim Traoré a parlé de la nécessité de revoir la communication. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. C'est vraiment un Ce sont des chantiers. Ce sont des chantiers avec des propositions. Donc, aujourd'hui, le débat pour moi n'est plus est-ce qu'on a bien fait de quitter la CEDEAO? Est-ce qu'on va regretter? Je pense que pour moi, le débat n'est plus là. On est parti. Il faut le boire. Voilà, il faut le boire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place? Kabré Yamba, il y a aussi cette question sur le plan diplomatique. Ils l'ont dit dans leur communiqué final, les trois chefs d'État, qu'il faut une coordination des actions diplomatiques et il faut que ces trois pays apprennent à parler de la même voix. Je rappelle que ce sont des pays qui gardent les souverainetés. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, ils peuvent avoir peut-être des réactions différentes par rapport à des situations données. Mais l'union fait la force, c'est pas moi qui le dis, c'est sûr depuis longtemps. Mais est-ce que ces trois pays-là, ensemble, peuvent parler de la même voix, avoir les mêmes actions diplomatiques quand on sait que parfois les intérêts peuvent être différents en fonction des circonstances? Voilà, ça me permet franchement de rentrer le pied dans le plat pour dire que le fait qu'on ait conservé la souveraineté des pays pose une situation nationale à régler au préalable avant une efficacité de cette institution au niveau bloc. D'abord, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut au niveau institutionnel et constitutionnel que ces pays puissent réformer leur constitution, refaire un contrat social qui soit uniforme, avec des entités, des éléments qui peuvent aider à collaborer sur un ensemble de faits. C'est-à-dire que ce soit sur le plan politique, le plan économique, le plan sécuritaire, des situations doivent être aménagées au niveau État, individuellement d'abord, pour permettre à ce que cette collaboration au niveau institut, organisation internationale, sous-régionale, AIS, puisse être efficace. Donc ce qui va se faire d'abord, c'est de permettre à ce que ces pays-là puissent consolider au niveau interne leur crédibilité, leur leadership et proposer un contrat social qui prend en compte les différentes réformes du nouveau paradigme qu'ils veulent se donner. Et ensuite, au niveau maintenant institutionnel en tant qu'AIS,
le langage peut être uniforme dans la mesure où, au niveau national, chacun a aménagé le contenu souverain de son État pour l'harmoniser avec une entité globale, AES, qui pourrait aussi être un moyen de lobbying au niveau international pour proposer. Parce que l'objectif n'est pas de créer une organisation pour faire comme les autres. C'est une réponse, comme je l'ai dit, mais cette réponse est suite à des situations données qui concernent le développement économique des pays, qui concernent le bien-être des populations. Et le développement n'est pas une question de chance, mais une question de science. Il faut que ça soit planifié, étudié sur du long terme pour permettre que cette institution ne connaisse pas les failles de la CEDEAO qu'on a décrié pendant presque une cinquantaine d'années. Dasside Bendouté, cette confédération, dans les faits, elle avait déjà commencé. On a vu des collaborations au niveau de ces têtes institutions, les états-majors au niveau de l'armée qui avaient commencé déjà à travailler ensemble afin de mutualiser leurs efforts. On a vu plusieurs réunions des ministres des Affaires étrangères. Mais avec l'acte de la confédération, c'est certainement la base légale qui vient appuyer cette collaboration déjà entamée. Est-ce que le traité de la confédération qui permet à ces trois pays-là de former un bloc les rend beaucoup plus respectables au niveau international? Oui, merci. Je pense que c'est ce que je les avais toujours dit, mais ce n'est pas arrivé. Et je vais intervenir là-dessus sur 3 points. Le premier point, au niveau même de la confédération, il faut harmoniser et coordonner les choses. On vient de voir un nouveau concept, le concept de collège des chefs d'État. Qu'est-ce que cela veut dire? On avait vu, quand j'ai dit non, il ne faut pas parler de charte de l'AES, il faut parler de Liptako Gourma. On est venu nous présenter la charte de Liptako Gourma. Aujourd'hui, on voit un règlement intérieur des collèges des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Maintenant, quand vous regardez la signature dans le document final, le président du FASO, on a mis Ibrahim Traoré, on a mis président du FASO, le président Tchani, on a mis président du mouvement et les structures. Maintenant, le président du Mali, on a mis président de la transition. Voilà les bassesses de l'Afrique. Moi, je disais toujours, la notion de transition, là, il faut quitter dans ça. Ils ont pris l'idée que j'ai proposée ici pour dire qu'il ne faut pas, on va l'appeler président de transition, amener en assise nationale. Ils ne m'ont pas consulté. Pourtant, c'est une réflexion globale. Il faut enlever de leur tête la notion de transition. Maintenant, comment les 3 chefs d'État harmonisent tout ça? Maintenant, on a parlé de Parlement. Parce que quand vous prenez le Parlement, il faut coordonner et harmoniser les lois et les textes à l'intérieur de nos États. Tout commence d'abord par ce Parlement. Le Niger n'a pas de Parlement, sauf le Burkina et le Mali. Et j'appelle toujours le Burkina Faso à supprimer l'Assemblée législative et la Constitution. Il faut qu'ils harmonisent tout. D'abord, on n'a pas l'État. On n'a pas créé l'État. Quel type d'État voulons-nous créer? Nous voulons créer un État de type occidental ou bien un État de type oriental ou un État de type asiatique. D'autant plus que l'État lui-même est né en Afrique. Je dis l'État est né en Afrique. L'union politique entre 2 États est née en Afrique. La royauté sacrée, la question de parlement et de séparation du pouvoir est née en Afrique. On met tout ça où? Maintenant, la question de famille. Nous sommes des Africains. Mettre en place un parlement va commencer à voter des lois alors qu'on n'a pas encore sécurisé nos frontières. Alors, le Parlement va nous coûter trop cher. Il ne faut pas singer les Occidentaux. Maintenant, quels sont ceux qu'on va nommer dans ces parlements? Commencez déjà à nommer des gens, alors qu'on n'est pas dans un type normal, dans un contexte normal. Maintenant, quand vous voyez, aujourd'hui, les activités politiques sont interdites. Comment choisir maintenant les représentants du Parlement? Nous ne sommes pas dans un contexte politique normal comme au temps du RDA, où on aura des partis politiques pour tous les 3 États ou tous les 3 présidents. Maintenant, la qualité des hommes. Vous voyez aujourd'hui au Burkina, regardez les associations panafricanistes qui naissent au cours du président Ibrahim Traoré. C'est ce qu'on appelle en sociologie le clientélisme politique. Donc, il y a déjà un clientélisme politique qui se forme. Il faut harmoniser tout ça à l'intérieur. Maintenant, s'ils avaient suivi
ma méthode. C'est-à-dire la première des choses, au lieu de créer une banque ou bien le Parlement, c'était l'armée. Moi, j'ai dit, tout commence par l'armée. Il faut qu'on se sécurise. D'autant plus qu'actuellement, à l'international, les Occidentaux ne se cachent plus. La France a copié mon idée. Ils ont mis en place une force africaine. Ils ont nommé un général sur place et il a commencé à faire des tournées. Nous, on est là que force conjointe. J'ai dit non. Notre armée, là, on doit les appeler les Sundiata, les Sofa, les Babemba. Il faut africaniser les choses. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, pour revenir à ta question de façon pointue, s'ils avaient utilisé cette méthode, la dernière chose qui leur restait après avoir créé ce week-end la Confédération, M. Daba, c'est de réclamer un droit de veto à l'ONU. Et si l'ONU ne leur donne pas un droit de veto, ils quittent l'ONU pour se faire respecter. L'Afrique, tout un continent ne peut pas ne pas avoir droit de veto à l'ONU. Voilà la méthode qu'ils devaient utiliser. Mais maintenant, cela n'empêche, s'ils ne revoient pas les choses, de la manière dont c'est parti, on ne sera pas respecté parce qu'à l'intérieur, il y aura beaucoup de problèmes et il n'y a pas la notion d'africanité dedans. La confédération doit être appelée la Confédération des États du Liptako-Gourma ou bien la Confédération du Liptako-Gourma. Ça, c'est historique, c'est culturel. Et maintenant, ils font sortir un protocole de la Confédération titré « L'Afrique ne sera plus une colonie » où ils vont analyser tous les problèmes qui se cachent derrière le terrorisme et donner maintenant au peuple. Et c'est ça maintenant le document qui fonde la Confédération qui va relancer maintenant l'Afrique.